Bonjour, dans cette courte vidéo, nous allons décrire la précession géodétique, aussi appelée effet géodétique ou encore effet de Sitter. De Sitter était un astronome mathématicien néerlandais qui a travaillé beaucoup sur la relativité générale dès le début de la théorie. Donc, cet effet affecte les gyroscopes principalement, donc on va le décrire comme un effet gyroscopique. Souvenons-nous que, en l'absence de de couple externe, un gyroscope va toujours conserver le même moment cinétique. C'est un principe de navigation qui a longtemps été utilisé et qui a été remplacé progressivement dans les dernières années par les GPS. Donc, si une sonde ou un satellite, par exemple, contient un gyroscope parfait, donc un gyroscope qui ne ressent aucun couple externe, la direction du moment cinétique du gyroscope va rester constante dans l'espace tout le long de l'orbite du gyroscope. Donc, c'est ce qui est schématisé ici dans ce dessin. Donc, on a une orbite circulaire. On a un gyroscope dont le moment cinétique, ou le spin en vert, garde toujours la même direction le long de l'orbite. Et lorsqu'il revient à son point de départ, donc cette direction n'a pas changé. L'effet géodétique est une correction à cette constance du moment cinétique. C'est donc une précession causée donc par la présence de la masse au centre et qui donc affecte le spin en, en effectuant une rotation dans le plan de l'orbite. Donc, après un tour complet, le moment cinétique serait dans la direction de la flèche rouge, par exemple, au lieu d'être dans sa direction initiale. Donc, il y a un mouvement de précession dans le plan de l'orbite. C'est un effet, bien sûr, très faible dans les circonstances habituelles. Il est difficile à mesurer. Donc, l'effet a été confirmé expérimentalement par une sonde qu'on appelle Gravity Probe B, qu'on va décrire un peu plus loin. Alors, comment définir le spin? Le moment cinétique est un vecteur bien défini en 3 dimensions, mais ce n'est pas un quadrivecteur. Il n'a pas de composante temporelle. On va donc lui en donner une. On va définir le vecteur spin par ses composantes spatiales, donc les composantes 1, 2 et 3, et on va par définition affirmer que sa composante temporelle est nulle dans le référentiel de l'objet. Donc c'est bien important ici, il s'agit d'une quantité qui est attachée à un objet en mouvement. Donc dans le référentiel de l'objet, la définition du quadrivecteur S ou du quadrivecteur spin serait celle-là. Dans ce référentiel, la quadrivitesse de l'objet est aussi particulière. Enfin, la quadrivitesse est égale à 1, 0, 0, 0, c'est-à-dire que les composantes spatiales sont nulles, de sorte qu'on pourrait écrire dans ce référentiel que le produit scalaire ici de quadrivecteur est égal à 0. Or, comme le produit scalaire est un invariant, cette condition est toujours vraie. Donc, en fait, la définition du spin dans n'importe quel autre référentiel est simplement obtenue en appliquant une transformation de Lorentz à la valeur du quadrivecteur dans le référentiel de l'objet. Donc, c'est donc un quadrivecteur par construction, si on veut. Maintenant, lorsque l'objet suit une orbite, en particulier une orbite circulaire, mais n'importe quelle orbite en chute libre, donc cette orbite est une géodésique, le quadrivecteur vitesse, lui, est le vecteur tangent à la ligne d'univers, donc il est toujours transporté parallèlement le long de la géodésique. C'est une des définitions d'une géodésique, que son vecteur tangent soit transporté parallèlement. Et donc, comme le vecteur spin est toujours perpendiculaire à U, il s'ensuit que ce vecteur aussi est transporté parallèlement, c'est-à-dire que l'angle entre le vecteur spin et le vecteur quadrivitesse va toujours être nul le long de la trajectoire. Bon. Ça entraîne
que les composantes du vecteur spin vont respecter l'équation suivante, l'équation qui est encadrée ici, qui fait penser à l'équation des géodésiques, mais qui est un peu différente, n'est-ce pas? Parce qu'on a ici la dérivée du vecteur spin, le symbole de Christoffel, encore une fois le vecteur spin, et la quadrivitesse. Donc, ça ressemble à l'équation de la géodésique. Ça le serait si on remplaçait le vecteur spin par le vecteur U. Bon, comment est-ce qu'on démontre cette équation? Simple. Ça provient simplement du fait que le vecteur spin est transporté parallèlement. Donc, lorsqu'on se déplace de manière infinitésimale le long de la géodésique, eh bien, la variation des composantes de S qui doit être effectuée pour que le vecteur soit transporté parallèlement, ça nous ramène au chapitre 2. Cette variation pour un quadrivecteur ou un vecteur contre-invariant est donnée par cette formule. Donc, la véritable variation serait donnée par cette formule, c'est-à-dire la variation effective des composantes, la variation numérique, si on veut, moins la variation qui est causée par le transport parallèle. Bien, cette variation-là doit être nulle. Donc, cette expression doit être nulle. Tout ce que j'ai fait ici, c'est de la diviser par des taux, donc en fait de diviser par la différentielle de temps propre ou de paramètres affines, et j'obtiens immédiatement cette relation. Bon, on va étudier précisément cette équation, on va la résoudre dans le cas particulier d'une orbite circulaire. Donc, puisque c'est une orbite circulaire, θ point et R point sont nuls, donc θ et R sont constants. Et si on développe cette équation, en fait, il s'agit de 4 équations différentes parce que l'indice I peut prendre 4 valeurs différentes, on aurait les 4 équations qui sont ici. Bon, dans ces équations, on a tenu compte du fait, bien sûr, qu'on a ces relations ici, mais aussi que les symboles de Christoffel pour la métrique de Schwarzschild sont nuls pour la plupart. Donc, il n'y en a que quelques-uns qui ne sont pas nuls et qui ont été énumérés il y a quelque temps dans les notes de cours. Donc, je tiens compte de ça ici pour écrire ces 4 équations. On va travailler un petit peu ces équations-là. On va substituer la forme précise des symboles de Christoffel dans ce cas-là. Donc, je vais me permettre d'aller de reculer beaucoup dans le chapitre et donc d'aller chercher cette information qui est ici. Donc, on a ici les symboles de Christoffel pour la métrique de Schwarzschild. À ce stade-ci, on ne connaissait ni A ni B. Si on va un peu plus loin, donc on a ici les valeurs explicites. Donc, on se guide là-dessus et on retourne à notre effet de Sitter, ici. Okay. Et on peut écrire les 4 équations de cette manière-là. Bon. D'un point de vue mathématique, ça a l'air assez formidable parce que j'ai au fond 4 variables. J'ai S0, S1, S2, S3. J'ai des équations différentielles pour ces 4 variables-là. Bon, celle-ci est particulièrement simple. Ça dit simplement que la composante de S le long de la coordonnée numéro 2, et la coordonnée numéro 2, c'est l'angle θ, que cette composante-là ne change pas. D'accord? Et donc, est complètement séparée des autres. Mais sinon, j'ai des équations couplées. Et non seulement des équations couplées, mais elles sont couplées aussi à la quadrivitesse, qui ici ne comporte que 2 composantes, la composante temporelle et la composante azimutale. Donc, je vais commencer par me poser la question, quelle est la quadrivitesse d'un objet en orbite circulaire? Ce qu'on va démontrer, c'est que la composante temporelle est donnée par cette expression en fonction de la masse du centre d'attraction et du rayon de l'orbite. Et la composante azimutale va être donnée naturellement par un multiple de U0 qu'on va appeler oméga. Ça, c'est un peu normal. Oméga, ce serait la dérivée de l'angle phi par rapport au temps, donc c'est la vitesse angulaire associée à l'orbite circulaire. Et donc,
oui, par définition, en quelque sorte, si on prend le rapport U3 divisé par U0, c'est simplement dφ divisé par dt, parce que, bien sûr, les facteurs de des taux s'annulent, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose que de dire dφ des taux dt. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a la forme que j'ai entourée ici. Bon, quelle serait la valeur de U0? Comment est-ce qu'on peut démontrer cette relation-là? On a vu un peu plus tôt certaines relations, donc en particulier quand on a traité des orbites circulaires pour la trajectoire des particules massives, on était arrivé à la conclusion que l'énergie de la particule est donnée par cette relation en fonction de R. De l'autre côté, on sait que la relation entre énergie et U0, parce que T point et U0, c'est la même chose, est donnée par ça ici. Donc, on peut simplement substituer l'un dans l'autre et on voit que U0 donc, est donné par le dénominateur ici. D'accord? Et c'est ce qu'on vient d'affirmer. Donc, ça, c'est déjà immédiatement pris d'un résultat qu'on avait avant. D'autre part, comment peut-on trouver cette relation pour oméga? Il suffit d'affirmer que la norme de la quadrivitesse est égale à 1. Donc, j'applique cette relation. Je prends ici la valeur de G00, U0 au carré, moins R carré qui est G33, fois phi point au carré. Donc, tout ça est égal à 1. Je substitue ici ce multiple. Donc, j'écris phi point au carré comme étant U0 fois oméga au carré. Donc, je mets U0 au carré en évidence. Je combine ces deux facteurs. Donc là, c'est simplement une question de simplifier. Donc, le U0 au carré, je le mets de l'autre côté, à l'inverse, et j'obtiens ça. Je simplifie, les 1 s'annulent, bien sûr, et je combine ces deux termes. Et à la fin, j'obtiens simplement ça ici. Donc, oméga carré est égal à m sur r cube. Oméga est égal à m sur r cube en racine carrée. Bon, simple. Non seulement simple, mais un résultat qu'on connaît déjà en physique newtonienne, c'est la troisième loi de Kepler, c'est-à-dire c'est la relation entre la période d'une orbite, donc qui est 2π sur oméga, et la masse du centre d'attraction et le rayon de l'orbite. Bon, donc ceci étant connu, on va appliquer ici, pour simplifier ces équations-là, la relation d'orthogonalité, c'est-à-dire que U est orthogonal à S, comme on l'a dit précédemment, donc on a cette relation-là. Je l'applique avec, encore une fois, les composantes du tenseur métrique, donc j'ai ça ici, j'ai ici G33, et donc, bon, j'ai cette relation d'orthogonalité qui me permet, en principe, d'exprimer S0 en fonction de S3. Donc, je vais éliminer S0 du problème, ce qui me permet d'éliminer une des équations qui est là. Donc, je vais me ramener, donc je vais comme oublier cette équation-là parce que c'est une équation pour S0', et là, j'ai déjà une expression de S0 en fonction de S3. Donc, je vais me concentrer sur les deux équations qui me restent, celle-là et celle-là. Okay. Donc, je vais substituer dans l'équation du dessus, donc la première ici, cette expression, et bon, ben, ça simplifie quelque peu l'équation. Ça devient ça ici, simplement. Donc, j'ai une équation différentielle pour S1 qui fait intervenir S3 et U3. Et j'ai donc l'autre équation ici donc, que je peux recopier. Donc, j'ai deux équations. Donc, j'ai celle-là que je viens de recopier et celle que j'ai obtenue précédemment. Donc, j'ai deux équations couplées pour S1 et S3. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Là, je les réécris simplement pour exprimer tout ça en fonction de U0. Donc, j'élimine U3. Je fais simplement remplacer U3 par oméga fois U0. Donc, je réécris tout ça comme ça. Okay. N'oublions pas que U0 ici, c'est une constante, donc un paramètre en quelque sorte, qui dépend du rayon de l'orbite. Alors, comme dans tous les cas où j'ai ce genre d'équation couplée, je peux prendre la dérivée de la première équation. Ça me donne donc S1, 2 points, et ça me donnerait ici S3 points,
je substitue ce que j'obtiens donc pour S3 point, je me sers de la deuxième équation, je substitue dans la première et j'obtiens une seule équation, cette fois pour S1, d'accord, que je peux réécrire comme ça ici. En simplifiant, c'est-à-dire en me servant de la valeur de U0 au carré, de ça ici, bon, ça se simplifie, ça me donne une équation très simple qui me dit simplement que S1 doit osciller en fonction du temps propre avec une fréquence oméga. Donc, ça peut paraître assez banal. Merci. Donc, S1 oscille en fonction du temps propre avec une fréquence oméga. Mais en fonction du temps, il n'oscille pas à une fréquence oméga. Le temps propre et le temps ne sont pas la même chose. En fait, la différence, le facteur entre temps propre et temps est précisément donné par U0. Ce qui fait que si on voulait écrire tout ça en fonction du temps, on aurait une fréquence légèrement différente. On aurait oméga prime. Et oméga prime serait donné par ça ici. Donc ça, c'est pour S1. Pour S3, ben, c'est simple. Pour obtenir S3, on peut se servir de la première équation, dériver S1 par rapport au temps propre et substituer. On obtient essentiellement ceci. D'accord. Encore une fois, donc l'amplitude est différente, mais la fréquence d'oscillation est la même, avec un sinus au lieu d'un cosinus. Donc c'est donc un mouvement pour le vecteur S, qui est un mouvement de rotation. Et au fond, c'est assez normal que ça se produise comme ça, parce que, en fait, même s'il n'y avait pas d'effet de relativité générale, c'est précisément ce qu'on voit. Vous allez me dire, comment est-ce que ça peut tourner à une fréquence oméga? Ben, c'est une question d'axe, une question de système d'axe. Quand on recule ici, on voit que le vecteur en vert ne tourne pas, mais en réalité, il tourne si on le mesure en fonction de la composante azimutale. Les composantes cartésiennes ne changent pas, mais la composante azimutale, elle, fait un tour complet en une période de l'orbite. Donc, le fait d'affirmer que la composante azimutale change avec une période oméga en fonction du temps ordinaire, ce serait la même chose que de dire que le vecteur est constant dans l'espace. Donc, en fait, c'est l'absence de précession. C'est l'absence de précession si oméga décrivait ici une rotation en fonction du temps t, mais sauf que ça décrit une rotation en fonction du temps tau, du temps propre, qui n'est pas la même chose. Et c'est là qu'est l'effet, en fait. Donc, quand on ramène ça au temps t, on voit que la fréquence de rotation du vecteur spin n'est pas égale à oméga, mais légèrement différente. Donc, pour obtenir la véritable fréquence de précession, c'est-à-dire celle qui soustrait l'effet du choix de vecteur de base qu'on a fait, il faudrait soustraire oméga. Donc, soustraire la fréquence de rotation du vecteur de base azimutal lorsqu'on fait un tour complet. Donc, en soustrayant cette contribution, donc on a la véritable fréquence de précession géodétique qui est donnée par cette expression ici. Bon, quand on considère un objet de faible masse par rapport au rayon de l'orbite, donc quand m divisé par r est petit, on peut faire un développement de Taylor, bien sûr, et obtenir cette expression ici. Donc, si vous préférez, ça ici en fonction du rapport entre le rayon gravitationnel et le rayon de l'orbite. Donc, c'est ce qu'on appelle la limite des champs faibles. OK, comment est-ce que ça a été vérifié par l'observation? Donc, il y a un astrophysicien, ou un astronome, je devrais dire, britannique, qui s'appelle Francis Everett, qui en a fait sa carrière. Il a commencé à travailler là-dessus au début des années 60 et donc pendant pratiquement 50 ans, il n'a fait que ça. C'est sa carrière. Donc, il a proposé de mettre en orbite un satellite, une sonde, qui aurait pour but de démontrer cet effet-là et de démontrer un autre effet en plus. On verra au chapitre suivant l'effet de l'entraînement des repères. Donc, cette sonde suivrait ici une orbite
polaire et non pas équatoriale. On verra donc dans le chapitre suivant pourquoi c'est important que ce soit une orbite polaire pour l'effet de l'entraînement des repères, mais pour l'effet qui nous occupe, ça n'a pas d'importance. Donc, on a une orbite polaire ici. Cette sonde doit comporter un gyroscope. En fait, elle en compte 4. Les gyroscopes les plus parfaits possibles. Et c'est là qu'est la grande difficulté de cette expérience. Parce que pour mesurer une si petite précession, et en fait, quand je dis si petite, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la précession par année, donc doit être, non pas par année, excusez-moi, mais par période, doit être infime. Elle est prédite à 6606 millisecondes d'arc, ou à 6 secondes d'arc, si vous préférez, à peu près. D'accord? Donc, MAS ici veut dire millisecondes d'arc. Donc, c'est un angle extrêmement petit. Pour mesurer un angle aussi petit, il faut être sûr que les gyroscopes sont tout à fait exempts de couple externe. Et pour ça, on a manufacturé des sphères qui sont les sphères les plus parfaites jamais réalisées en termes de déviation par rapport à la sphère mathématique. On a mis 4 gyroscopes dans la sonde pour s'assurer qu'on puisse corréler ces différents gyroscopes et donc minimiser ou corriger les erreurs possibles. Il y avait là-dedans de la supraconductivité d'impliquer afin de pouvoir, et aussi un télescope qui était monté dans la sonde qui, lui, servait à aligner les gyroscopes vers une étoile fixe, une étoile guide dans la constellation de Pégase. Et les rotations étaient mesurées en ramenant, en les corrigeant en quelque sorte, donc en ramenant l'alignement des gyroscopes vers cette étoile-là, en appliquant des signaux électromagnétiques à un environnement supraconducteur, donc qui causait un couple correcteur à l'aide de champs magnétiques. Donc, cette opération est extrêmement délicate, et s'il y a par malheur quelques effets électriques qui subsistent, eh bien ça peut tout gâcher. En fait, c'est ce qui s'est à peu près produit, ou presque. Cette mission a presque été un échec. On a découvert que malgré la presque perfection des sphères en rotation, elle n'était pas si parfaite, et il y avait un dépôt de charges électriques à quelques endroits, des charges parasites, qui, elles, provoquaient un couple substantiel. Et il a fallu corriger pour ce couple à l'aide d'analyse de données. Donc, on a fait un traitement des données extrêmement poussé vers la fin de la mission. D'ailleurs, la mission avait été annulée essentiellement en 2008. Donc, en fait, la sonde a été lancée en 2004. Elle a recueilli des données pendant 4 ans. Après ça, il y a une revue interne à la NASA qui a dit, bon, ça ne marche pas très bien, on devrait peut-être tout annuler, oublier tout ça. Les responsables de la mission, enfin, scientifiques, c'est-à-dire ont réussi à obtenir du financement d'un pays tiers, en fait l'Arabie Saoudite, pour ne pas le nommer, pour continuer la mission pendant un peu plus qu'1 an. Et pendant cette période critique, ils ont fait toutes sortes de corrections, d'analyse de données, et ainsi de suite, qui ont sauvé la mission, qui était un échec en 2008 et qui est devenu un demi-succès, si on veut, un succès, oui, mais pas aussi précis qu'on l'avait souhaité, en 2010. Donc, la précession qui a été mesurée est donnée par, donc c'est cette quantité ici, 6602 millisecondes d'arc, avec une incertitude de 18 millisecondes d'arc en comparaison de la prédiction de 6606. Donc, de ce point de vue-là, c'est un succès. C'est un succès aussi du point de vue de l'autre effet dont on va parler plus loin, qui est l'entraînement des repères, mais beaucoup moins précis que ce qu'on en avait espéré. Et d'ailleurs, depuis ce temps-là, il y a eu d'autres mesures de la précession géodétique avec des expériences beaucoup moins coûteuses, des expériences terrestres qui ont réussi à confirmer le fait avec une précision supérieure. Donc, si je parle de cette sonde Gravity Probe B, c'est que c'est en effet beaucoup plus spectaculaire. La technologie en cause est en fait plus avancée, et malheureusement, il y a des petits défauts de conception dans l'expérience, la trop grande sensibilité aux charges parasites, et ainsi de suite, qui ont failli tout gâcher.
tout gâché presque, et ça, c'est 750 millions de dollars américains plus tard. Donc, c'est quand même assez cher pour une expérience scientifique. Voilà, je vous remercie de votre attention. On en reparlera